Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Dans l'actualité de ce 26 septembre, la grande chancellerie des ordres burkinabais fait peau neuve. L'efficacité de l'institution est prônée à Ouagadougou à la faveur d'un atelier qui regroupe toutes les composantes de la société. Elles ont pour mission de valider des propositions de réforme. Des réformes, il y en a eu dans le secteur minier burkinabé avec pour ambition de mieux faire profiter les populations impactées. Le sous-sol du 4e pays producteur d'or en Afrique est convoité par des compagnies internationales. Le pays s'apprête à accueillir une semaine dédiée aux activités minières en Afrique de l'Ouest. Le chef du département ministériel est l'invité de ce journal. 23 ans après la guerre du Rwanda, certaines plaies sont encore ouvertes. Concernant le rôle joué par la France dans le génocide des Tutsis, une banque se retrouve au cœur d'une enquête pour complicité. À l'origine, une plainte déposée par 3 organisations non gouvernementales. Bienvenue à tous, mais avant de développer ces titres, cette information parvenue à notre rédaction, un convoi transportant du carburant est escorté par des éléments de la gendarmerie en partance pour la mine d'Inata est tombé dans une embuscade de sources sécuritaires. Les faits se sont déroulés dans l'après-midi de ce mardi sur l'axe Tongomayel-Inata. L'un des véhicules du convoi aurait sauté sur une mine avant des échanges de tirs entre les assaillants et les gendarmes précisent la même source. Pour le moment, aucun bilan officiel n'est disponible. C'est une grande première pour la grande chancellerie des ordres burkinabais. L'institution veut se doter de nouveaux textes dans le viseur, l'efficacité dans l'administration des distinctions. En amont de la rencontre ouverte ce matin à Ouagadougou, il y a eu des réflexions menées par toutes les composantes de la société burkinabé. Urbain Benito Somé, Olopoda, reportage. C'est sans doute l'étape décisive pour la mise en œuvre des réformes engagées par la grande chancellerie des ordres burkinabés. Symbole de la reconnaissance de la nation à ses citoyens les plus méritants, les ordres burkinabés ne doivent plus par leur administration créer des frustrations et des polémiques. Et la solution passe par l'adoption des textes clairs, cohérents et compréhensifs. Pour parvenir à une meilleure administration des ordres burkinabés, la démarche est fondée sur le consensus. L'élaboration d'un texte qui réglemente l'exécution de l'hymne national, la mise en œuvre des 2 recommandations de la conférence des grandes chancelleries des ordres nationaux d'Afrique francophone subsaharienne et de France suivantes. L'institutionnalisation des grandes chancelleries. Les ordres dans les différents pays membres doivent avoir une connotation qui reflète nos différentes cultures. C'est la raison pour laquelle nous proposons l'ordre de l'étalon en lieu et place de l'ordre national. Les propositions de réforme soumises à ces participants sont le fruit de concertations avec plusieurs composantes de la société burkinabé. Il est donc question ici d'amender ces propositions relatives, entre autres, aux critères de sélection des récipiendaires, à la révision des droits de la chancellerie et au processus de déconcentration de l'institution. L'atelier de la grande chancellerie des ordres burkinabés qui s'ouvre ce matin fera date dans l'histoire de cette institution emblématique de la République, dont les textes datent pour l'essentiel depuis les années 60. Comme vous le savez, la force et l'efficacité d'une institution réside dans sa capacité à inscrire son action dans une dynamique d'innovation et d'adaptation aux évolutions pour mieux répondre aux aspirations dont elle est porteuse. C'est dans cet esprit que se tient le présent atelier national de validation des propositions de réforme sur la grande chancellerie à laquelle participent les représentants de l'ensemble des composantes de notre société. Face à ce constat, la relecture des différents textes constitue un impératif pour permettre à la grande chancellerie d'être en phase avec les réalités actuelles et de faire preuve d'efficacité dans l'accomplissement de sa mission. Les hommes et femmes ici présents ont la lourde tâche de formuler des suggestions en vue d'une réforme dynamique des ordres burkinabés.
L'assurance maladie universelle sera effective pour février 2018. Le ministre de la fonction publique se veut rassurant. À la primature, une séance de travail a permis de faire le point sur la question. Celle de l'accès des femmes à la terre a également été soulevée. On fait le point avec Salif Oubelem et Zalissa Sanfo. C'est un avant-projet de loi qui réunit ces ministres autour de leur premier ministre. Il faut encourager le retour à la terre pour une autosuffisance alimentaire. L'idée, c'est de faciliter l'accès à la terre avec des mesures d'accompagnement adéquates. Cet avant-projet de loi qui est discuté ici fait aussi une part belle à la femme. Il y aura des exonérations pour ceux qui voudraient entreprendre pour la première fois dans la terre. Donc c'est pour un accompagnement, un encadrement de tous ceux qui voudraient investir dans le monde rural. Voilà un paquet qui permettrait que aujourd'hui, si vous avez un projet intéressant, qu'on puisse vous donner et la terre et les ressources financières et l'encadrement pour que vous puissiez investir et en tirer un profit dans vos investissements. Des ministres qui font place à d'autres ministres et une discussion sur un avant-projet de loi qui fait place à un point sur une loi. La loi sur l'assurance maladie universelle. L'assurance a été donnée ici. Le rendez-vous de février 2018 sera respecté. C'est pour tenir le rendez-vous que nous nous afférons. C'est un dossier dans lequel on ne peut pas aller de manière aventurière. Parce qu'une fois que les prestations démarrent, elles ne doivent plus s'arrêter. C'est ad vitam aeternam. Et donc, il faut réunir tous les prérequis nécessaires. Pour le ministre, le plus gros du travail a été déjà fait. Reste quelques réglages pour que cette loi votée par la transition soit appliquée. Et avant de poursuivre, le président de l'Assemblée nationale, dans un arrêté, convoque les députés pour la deuxième session ordinaire de l'année 2017 du mercredi 27 septembre au vendredi 22 décembre. L'ouverture de la session est prévue pour le mercredi 27 septembre à 16h. Une délégation de la Fédération des chambres des mines de la CEDEAO est au Burkina dans le cadre d'une assemblée générale. Elle a été reçue en audience par le chef de l'État où le porte-parole a annoncé l'entrée de nouveaux membres dans la dite fédération. Précision avec Konsoun Koulibaly et Oumar Zomri. Une délégation de la Fédération des chambres des mines de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ACOSIAM, conduite par Tidiane Bari, président de la Chambre des mines du Burkina. Cette délégation est venue faire le point de leurs différentes rencontres en marge de la SAMAO, la semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par son Excellence Monsieur le chef de l'État et d'être introduits par Monsieur le ministre des Mines du Burkina Faso. Et cela marque pour nous toute l'importance qu'accordent donc les institutions de notre pays aux objectifs de notre jeune chambre qui a donc pour mission de faire en sorte que les ressources naturelles dans notre espace puissent être développées avec une gouvernance saine et puissent servir réellement au bien-être et au développement économique et social de l'espace. Pour le président de la Chambre des mines du Burkina, cette fédération se porte bien et s'apprête même à accueillir 2 nouveaux membres. Quant au secteur minier burkinabé, il continue son développement de façon harmonieuse avec des standards de gouvernance qui sont parmi les meilleurs au monde, toujours selon Tidiane Bari. Avec 130 milliards de francs CFA dans les caisses de l'État en 2015, l'or du Burkina a sans conteste contribué à l'économie nationale. Le métal jaune exploité place le pays au 4e rang des producteurs sur le continent africain. Le zinc, le manganèse ou encore le nickel sont autant de ressources qui attirent les sociétés internationales à qui profitent réellement les retombées des exploitations minières. C'est un dossier signé Oscar Soulama et Oumar Zomri. Le Burkina Faso est un Eldorado des compagnies minières. Le zinc, le manganèse, le cuivre, etc. Le potentiel est énorme avec en tête l'or dont la ressource est estimée à plus de 154 tonnes.
Chaque année, les sociétés minières versent des milliards de francs CFA à l'État burkinabé. Et toutes ces données sont soigneusement consignées dans les rapports de l'ITIE, l'initiative de la transparence des industries extractives. Le dernier rapport donne un chiffre de l'ordre de 168 milliards de francs CFA pour l'année 2014. Jonas Ien estime que la part de l'État burkinabé est bien maigre après le partage des ressources exploitées. Pour lui, cela pourrait s'expliquer par l'impréparation du pays à faire face à cette arrivée massive de ces industries. Nous disons aujourd'hui que cette exploitation profite plus aux investisseurs miniers qu'à l'État burkinabé qu'aux citoyens burkinabés. Pour la simple raison aussi que nous n'avions pas pris le soin, et nous le répétons chaque jour, de former préalablement des ressources, des compétences nationales avérées, chevronnées, au même niveau que les investisseurs miniers. Parce que si on nous dit que nous avons eu pour une année donnée 190 milliards, nous devrons être à mesure de dire si les 190 milliards, voici celui qui est venu exploiter chez nous, a gagné aussi. Si on avait suffisamment de compétences au même niveau que les investisseurs, c'est sûr que ces chiffres-là allaient évoluer. Mais en attendant que ces chiffres évoluent, 168 milliards de francs CFA en 2014 et environ 130 en 2015 représentent une manne financière non négligeable. Des montants directement transférés dans la caisse de l'État avant d'être redistribués à toutes les communes et régions du Burkina Faso. Mais que pensent les citoyens de ce boom minier? Profitent-ils des retombées des exploitations? L'or est exploité au Burkina, nous savons bien qu'effectivement, les choses se passent bien, mais nous ne remarquons pas, nous ne constatons rien en fait. Nous ne profitons pas des retombées en fait. On ne voit pas concrètement qu'est-ce que l'exploitation de l'or apporte aux citoyens burkinabés. D'une façon ou d'une autre, je peux dire qu'on profite, mais on ne profite pas suffisamment. Si la majorité des gens interviewés pensent que les retombées ne sont pas perceptibles, c'est peut-être en partie dû au principe d'unicité des caisses de l'État. Cette unicité des caisses de l'État, ce principe budgétaire de l'État ne permet pas de dire ça a été fait avec de l'argent de l'or. On peut dire oui, ça a été fait avec l'argent du contribuable, avec l'argent public, mais on ne peut pas dire que c'est avec l'argent de l'or dans la mesure où il n'y a pas une traçabilité en termes de gestion exclusive avec l'argent de l'or. Selon l'Institut Fraser, le Burkina Faso est le 6e pays minier le plus attractif en Afrique. Les ressources minières du Burkina ne sont pas intarissables et les exploitations, qu'elles soient artisanales ou industrielles, ont, elles, un cycle, une durée de vie. Cependant, les richesses créées par ce secteur doivent pouvoir profiter à tous, à la génération actuelle comme celle à venir. Car il faut qu'au soir des exploitations, qu'on puisse laisser quelque chose d'autre que des trous à colmater aux générations futures. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Comprenez-vous le sentiment de ces personnes interviewées qui pensent que le Burkina ne profite pas des retombées donc de l'exploitation de l'or qui est faite sur son territoire? Parfaitement, je comprends cela, mais en même temps que certaines appréciations sont réalistes, d'autres par contre sont excessives. Lorsqu'on dit que le Burkinabé ne profite en rien de l'exploitation minière, je pense que ça c'est excessif. Mais je dois dire que il y a un faible lien entre les activités minières et les autres secteurs de l'économie nationale. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons retenu ce thème. Et justement, le thème qui est, je vais le rappeler, l'intégration du secteur minier aux économies des pays africains, qui est au cœur de la deuxième édition donc, de la semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que jusque-là, donc, vous reconnaissez vraiment que l'économie burkinabé ne profite pas de cette exploitation minière. Oui, c'est ce que j'ai dit, il y a un faible lien. Si vous prenez le cas de l'État, les recettes de l'État sont constituées de la perception des taxes, des impôts et des dividendes. Or, si nous voulons que l'activité minière soit un véritable catalyseur de l'économie nationale, il faut que nous puissions agir sur un certain nombre de leviers, tels que, comme l'a dit le responsable de la société civile, la question de la formation des cadres dans le secteur minier, de façon à atteindre une certaine masse critique qui permet à toutes les composantes, qu'elles soient publiques ou privées,
de pouvoir disposer de ces compétences pour effectivement travailler. Si nous prenons également le cas de la fourniture locale des biens et services miniers, à l'heure actuelle, nous sommes à peu près à 14% de la part locale, ce qui est extrêmement faible. Bien sûr, dans le cas du PNDS, nous avons l'ambition d'aller jusqu'à 20-25% à l'horizon 2020. Mais il est évident que nous devons travailler à ce que les acteurs locaux, les entreprises locales puissent occuper leur place dans la fourniture des biens et services. Alors, la première édition de la SAMAO, qui, rappelons-le, remplace le PROMIN, donc, a eu lieu en septembre 2016. Quels sont les acquis, Monsieur le ministre? Les acquis sont extrêmement importants dans la mesure où la première édition a regroupé plus d'1 millier de personnes. Donc, déjà, au niveau d'une manifestation de ce type, on imagine quelles peuvent être les retombées. Mais en ce qui concerne ce qui est recherché dans l'organisation de ce salon, c'est bien sûr en tant que tribune d'échange, d'expérience, mais aussi, disons, d'échange d'opportunités d'affaires. Il est évident que beaucoup d'investisseurs qui sont venus ont eu l'occasion de connaître le potentiel minier du Burkina, de connaître le climat des affaires au Burkina Faso et de pouvoir donc développer des partenariats. Et cela se ressent dans les demandes de titres miniers qui nous sont adressées pour pouvoir engager des activités d'exploration et de recherche minière. Alors, en début de ce journal, vous l'avez sûrement suivi, on a une patrouille de la gendarmerie donc, qui a essuyé des tirs avec des assaillants sur un convoi qui amenait donc, du carburant sur un site minier. Est-ce que ce genre de situation n'enfreint pas justement à l'activité minière ici? Est-ce qu'il y a de la sécurité qui est garantie pour justement l'exploitation sur le sol burkinabé? Je dois dire que ce qui est arrivé est dommage. Surtout que cela arrive à la veille de la SAMAO, manifestation au cours de laquelle nous recevons des acteurs techniques, industriels, financiers, économiques, etc. Il est évident que je pense que c'est fait justement à dessein pour tenter une action aussi spectaculaire pour décourager les uns et les autres. Mais je pense que cela s'est passé dans la zone où nous avons des difficultés de sécurité et je pense que ces questions vont trouver leur solution dans les efforts qui sont déployés par nos services de sécurité au plan national et dans le cadre de la coopération régionale également. Alors, je dois dire que le Burkina est un des pays qui a développé un outil assez professionnel de sécurisation des sites miniers avec la création de l'Office national de sécurisation des sites miniers au Nassim qui est en train d'avoir des moyens pour travailler et avec de tels outils, je pense que nous devons avoir moins peur par rapport à ce qui se passe. Et je voudrais profiter de l'antenne pour dire que relativement à la SAMAO, nous avons travaillé avec les services de sécurité et il y a un dispositif, j'allais dire efficace, qui est mis en place aussi bien sur les zones d'exposition que les zones de conférences, débats, les sites d'hébergement et de restauration, de telle façon que ce salon se passe dans la sérénité. Alors, c'est un salon qui ouvre ses portes le jeudi à Ouagadougou et comme pays invité d'honneur le Maroc, pourquoi ce choix? L'année dernière, le pays invité d'honneur était le Ghana, qui est un pays de tradition minière. Cette année également, nous avons décidé de choisir un pays de tradition minière comme le Maroc. C'est vrai que dans beaucoup de cas, lorsqu'on parle du Maroc, on pense surtout à l'office sérifien des phosphates. Or, le Maroc est un grand pays minier avec de la production d'or,
la production de plomb, de cuivre et de zinc. Et le Maroc est un des pays qui a développé une véritable expérience, disons, d'exploitation minière à partir des ressources propres du pays. Et il y a la compagnie nationale d'exploitation minière qui s'appelle la Managem, où les intérêts essentiels sont étatiques. Et cette compagnie a les mêmes performances que les multinationales que nous connaissons. Donc il y a véritablement une expérience importante d'échange avec le Maroc et c'est les raisons pour lesquelles nous avons choisi expressément le Maroc. Et bien sûr avec les autres pays de la sous-région invités donc à cette deuxième édition de la SAMAO qui ouvre ses portes, je rappelle, le 28 octobre prochain à Ouagadougou. Merci à vous, Monsieur le ministre, d'avoir été sur ce plateau. Dans la suite de ce journal, nous allons dans le bas-fond risicole de Nariou, dans le département de Sabou. 55 hectares y sont exploités par 647 productrices et producteurs, tous bénéficiant de l'accompagnement du projet riz pluvial. L'un des principaux bailleurs de ce projet était en visite sur le terrain. Carnet de route signé Idriss Awarga et Maïmouna Traoré. Le bas-fond risicole de Nariou présente une bonne physionomie. La production attendue est de 165 tonnes. En visite sur le terrain pour évaluer l'état d'avancement de la campagne sur ce bas-fond aménagé par le projet riz pluvial, l'ambassadeur de la République de Chine Taïwan au Burkina Faso a apprécié le travail et encouragé les 647 membres de l'association Nawa Managba qui exploitent le site. Le marché est là, je viens d'encourager les paysans de travailler beaucoup plus. Car le futur, la perspective est déjà là. Donc, et le riz, ça c'est bon pour la santé, c'est nutritieux. Et j'ai dit aussi aux paysans, il faut essayer de moins consommer de riz importé. Parce que le riz importé, après quelques années de transport, on a déjà perdu des matières nutritieuses. Une occasion pour les producteurs de poser des doléances. Au-delà de la riziculture, nous voulons nous lancer dans la maraîchiculture. Notre souhait, c'est aussi un accompagnement avec des puits maraîchers, une décortiqueuse, un appui pour la production de la fumure organique et des formations en étuvage. Des difficultés qui trouveront des solutions avec la mise en œuvre du projet riz pluvial phase 4. Nous avons véritablement prévu dans le cadre du programme de travail du budget annuel de 2017 les accompagner pour l'acquisition des magasins de stockage, également la construction ou la fouille en fait d'un forage solaire pour les questions de culture maraîchère. Les aspects de diversification également, nous allons les former pour qu'elles soient vraiment bien performantes dans le domaine de l'étuvage. Séance tenante, l'ambassadeur leur offre du matériel de tuvage. Il est également prévu l'extension du bas-fond de 50 hectares d'ici à 2018. Autre visite de terrain, cette fois conduite par la Société des fibres et textiles. La région cotonnière de Houndé est privilégiée par cette sortie de la Sofitex. Pour les producteurs de l'or blanc, la démarche galvanise malgré la physionomie peu reluisante. Martin Zerbo et Moumouni Baro nous font le point. Malgré son état physique assez faible, le vieux Touan Kakui est venu rencontrer dans son champ la délégation de la Sofitex avec en sa tête son directeur général. Kakui est producteur de l'or blanc depuis belle lurette et pour cette campagne, il a emblavé 41,5 hectares de coton avec une production attendue de 53 tonnes. On est très content de la délégation dans les champs ici. Si le DG de la Sofitex même se déplace dans les champs, va nous amener à faire beaucoup d'efforts. La délégation de la Sofitex est allée scruter sur place le dynamisme d'un autre producteur, Bin Bambou, actuel président du conseil d'administration de l'UNPCB, Union nationale des producteurs de coton du Burkina. Là, 142 hectares de coton emblavé avec une prévision de 200 tonnes de production. L'honneur est aussi fait à Nikesan Victor Naba. En tout cas, le coton, vraiment, je sais que ça m'apporte beaucoup de choses. Je veux que la société aussi, vraiment, de continuer comme ça à nous accompagner. Les représentants de l'UNPCB se félicitent du travail abattu par les producteurs et pour lui, l'espoir est permis. Vraiment, on a vu des beaux champs, des producteurs exemplaires. Nous sommes très contents
On pense que vraiment on va beaucoup récolter cette canne. Dans cette mission, les partenaires financiers touchent du doigt les réalités du terrain et réaffirment leur engagement à soutenir les producteurs. Des échanges à bâton rompu avec les producteurs, le directeur général de la Sofitex souhaite qu'ils fassent des récoltes précoces pour permettre le décollage de la campagne de commercialisation primaire. En ce qui concerne la région cotonnière de Houndé, nous avons retenu donc que les premiers cotons iront donc à l'usine de Houndé et la première balle va tomber le 28 septembre pour marquer le démarrage officiel donc de la campagne d'égrenage. Pour cette campagne 2017-2018, la région cotonnière de Houndé compte produire environ 130 000 tonnes de coton contre 112 000 tonnes l'année écoulée. L'agriculture et l'assainissement font bon ménage. Une étude menée par l'Institut Stockholm sur le projet Ecosan s'en veut pour preuve. Il en ressort que les ménages bénéficiaires des latrines et des sous-produits ont pu améliorer leurs rendements agricoles. Pour l'heure, les acteurs plaident pour la durabilité du projet. Précision, Issa Kafando avec Estelle Judith Assogba. Depuis une dizaine d'années, 11 projets Ecosan ont été mis en œuvre au Burkina Faso. Mais malheureusement, on ne dispose que de très peu d'informations sur la durabilité de tous ces efforts déployés. Ces acteurs pensent qu'il est temps de porter un regard rétrospectif en vue de dresser un état des lieux des actions menées, d'en tirer les leçons apprises et de proposer une nouvelle démarche. C'est dans ce sens que l'Institut environnemental Stockholm a élaboré une étude pour évaluer les résultats post-projet Ecosan au Burkina Faso. Les résultats de ces recherches sont exposés ici aux acteurs clés. On voit que si on veut vraiment exploiter l'assainissement et la valorisation de ce produit, il faut impliquer le secteur agricole en parallèle avec l'assainissement. On ne peut pas négliger cette volet-là si on veut que le résultat soit durable. Et aussi, un autre résultat qu'on a vu, c'est l'implication des collectivités locales, de les responsabiliser de l'assainissement, accompagner le projet de près. Nous souhaiterons qu'à l'issue de cet atelier, il y ait quand même des mesures efficaces pour que l'utilisation de ces systèmes soit beaucoup plus répandue. Surtout que l'apport qu'il a dans le domaine de la production agricole n'est plus à démontrer. Connaissant donc les problèmes d'engrais que nous avons dans ce pays et surtout le souci de protéger l'environnement. Cet atelier de restitution devra aussi permettre aux partenaires de la Direction générale de l'assainissement de disposer des informations fiables, des informations qui pourraient les éclairer sur l'assainissement productif dans le contexte de la mise en œuvre du programme national d'assainissement 2016-2030. C'est à Puitengad que le secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères a tenu une rencontre. Le choix de la commune n'est pas fortuit puisque Puitengad, dans le Kouritenga, est un fleuron de l'économie nationale. C'est aussi un carrefour exposé à toutes sortes de trafics illicites. Amado Ilboudo et Nathalie Sawadogo nous situent sur les enjeux de cette rencontre. Le ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique tend la main aux acteurs qui interviennent dans la chaîne d'application des textes en matière d'environnement. Il s'agit pour les représentants des cours et tribunaux, les représentants des agences judiciaires du Trésor, les greffiers, les gardes de sécurité pénitentiaire, la gendarmerie nationale, la police nationale, les douanes, les agents des eaux et forêts, d'avoir une même lecture des lois et règlements dans la résolution des contentieux environnementaux. Nous nous intéressons de façon particulière à la justice parce que nous avons des lois et des textes qui sont adoptés et pour lesquels l'application pose quelquefois des problèmes sur le terrain. Donc nous voulons ensemble, avec ces acteurs-là, échanger sur les voies et moyens de pouvoir gérer en parfaite harmonie tous les conflits qui peuvent survenir dans le cadre donc, de l'application de ces textes sur le terrain. L'objectif du département est clair, affronter les grands défis qui se résument en 4 luttes: la lutte contre la coupe abusive du bois, la lutte contre les feux de brousse, la lutte contre la divagation des animaux et la lutte contre les périls liés aux emballages et sachets plastiques. Et pour y arriver, les participants ont 2 jours pour revisiter le dispositif législatif en matière d'environnement
comme le Code forestier de 2011, la loi sur la sûreté, la sécurité nucléaire et les garanties de 2012, le Code de l'environnement de 2013, la loi portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation et de la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables de 2014. Vous l'aurez rectifié, vous avez plutôt suivi un reportage portant sur le règlement des contentieux environnementaux, un atelier qui se tient donc à Ouagadougou entre le ministère en charge de l'environnement et les acteurs du domaine. Nous allons à présent suivre le reportage qui se déroule à Puitenga, donc où le secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères a tenu une rencontre. Et c'est un reportage que nous proposent Amadou Ilboudo et Nathalie Sawadogo. Le secrétariat permanent de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères pour la seconde fois à Puitenga. Il est question de sensibiliser la population pour un civisme fiscal et une lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre. Et le choix de la commune urbaine de Puitenga n'est pas fortuit. Une ville qui n'est pas chef-lieu de région, qui n'est pas chef-lieu de province non plus, mais une localité très active sur le plan commercial. Et vous savez que quand vous avez affaire à une localité aussi active sur le plan commercial, vous avez affaire à toutes sortes de trafic. Les échanges vont porter sur 3 aspects essentiels. Le premier, c'est parler même de ce que c'est que les armes à feu. Dire au niveau du Burkina quels sont les textes qui régissent les armes à feu. Ensuite, un autre aspect, le civisme. Et à ce titre, le directeur général du Service national du développement, SND, est venu apporter son appui à la structure. La Chambre de commerce intervient également pour donner les directives quant au respect des droits fiscaux et le trafic illicite dans le commerce. Pour le maire de la commune, Puitenga est une ville à vocation commerciale et cela bien avant la colonisation. Espérons que les échanges vont nous permettre de mieux gérer ce flux de personnes hétéroclites, de mieux sécuriser notre commune, mieux sécuriser notre région et contribuer à sécuriser le Burkina Faso. Le secrétariat permanent de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères envisage dans les jours à venir se rendre dans la boucle du Moun, notamment le long de la frontière avec le Mali pour la même cause. À Ouagadougou, le regroupement des structures syndicales et associatives des commerçants du Burkina donne de la voix devant les professionnels des médias. Le regroupement dénonce des manœuvres politiciennes dans le monde du commerce. Il se démarque par ailleurs de tout appel à la libération des généraux Djendéré et Bassolé. Compte rendu avec Paul-David Bambara et Sanouan Christine Koulibaly. C'est une rencontre pour faire une mise au point voulue par le regroupement des structures syndicales et associatives des commerçants du Burkina qui dit se démarquer de toute ingérence dans les affaires de la justice. C'est pour répondre à des structures qui se disent qu'ils sont des commerçants, qui ont organisé une conférence de presse et pour rentrer dans des dossiers qui ne les concernent pas. Raison pour laquelle nous ne connaissons pas ces structures comme étant des structures de commerçants. Et les dossiers judiciaires, il faut laisser la justice faire son travail. Pour Seydou Zagré et ses camarades, la sortie de certaines structures dites de commerçants demandant la libération des généraux Djibril Bassolé et Gilbert Djenkiri cache mal une instrumentalisation politique avec laquelle ils ne sauraient s'accommoder. Pour ces commerçants, leur principale préoccupation a pour nom la relance économique du Burkina Faso. Ce qui nous intéresse actuellement, c'est comment relancer notre économie, c'est comment accompagner le gouvernement du Burkina Faso à travers son plan de développement économique et social qui est le PNDS et comment trouver les moyens pour que nous renforcions nos capacités, comment trouver des fonds pour que nous puissions et donner à nos membres. C'est ça qui nous intéresse. Les dossiers judiciaires ne nous intéressent pas. Une centaine d'associations et de structures syndicales de commerçants est représentée à la présente rencontre.
Ces acteurs ne vont certainement pas bouder leur participation au FIMO. La foire internationale multisectorielle de Ouagadougou se prépare activement. Les échanges commerciaux dans la sous-région ouest-africaine est sur la table de l'événement prévu débuter le 27 octobre prochain. Plus de précisions avec Nong Bakouda et Yolande Lompo. Développement du commerce sud-sud, facteur d'intégration économique et source d'emploi pour la jeunesse. C'est sous ce thème que se tiendra du 27 octobre au 5 novembre prochain la 4e foire internationale multisectorielle de Ouagadougou FIMO 2017. Le Togo sera le pays hôte et plus de 1000 visiteurs sont attendus. Pour la réussite de cet important événement qui regroupera près de 1500 exposants, les membres du comité national d'organisation restreint, composé de 6 commissions, ont été installés. La foire internationale multisectorielle de Ouagadougou ne se résume pas à une activité de commerce. C'est aussi un lieu de partage d'expériences et d'activités socio-culturelles. Elle est ouverte aux opérateurs économiques, aux sociétés de tous les secteurs d'activité du monde entier. En vue de contribuer à l'amélioration de la compétitivité des produits du secteur agroalimentaire, en marge de la tenue du FIMO, du 28 au 30 octobre 2017, un forum de l'emballage des pays de l'UMOA se déroulera sur le même site au Siao. Pendant 3 jours, des entreprises de fabrication d'emballage d'Afrique, d'Europe et d'Asie viendront montrer leur savoir-faire aux potentiels utilisateurs de ces emballages, notamment les permis de transformation des produits locaux. Ces derniers, en retour, vont exprimer leurs préoccupations et leurs besoins en matière d'emballage de qualité. Le budget de cette foire, organisée par l'Agence pour la promotion des exportations du Burkina, est estimé à 150 millions de francs CFA. Pour la première fois, une banque française se retrouve au cœur d'une enquête pour complicité. BNP Paribas est accusée par des ONG d'avoir financé en 1994 un achat d'armes au profit de la milice Hutu. C'est un nouveau rebondissement dans la supposée participation de la France au génocide rwandais. 3 juges ont été désignés pour instruire donc la plainte. BNP Paribas est mise en cause dans le génocide rwandais. Le groupe bancaire français fait aujourd'hui l'objet d'une information judiciaire pour complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité. 2 associations et le collectif des partis civils pour le Rwanda avaient déposé une plainte en ce sens avant l'été. En 1994, la BNP aurait autorisé un transfert d'argent ayant permis une grosse livraison d'armes à l'armée rwandaise et aux milices Hutus. Nous sommes là aussi à travers cette plainte pour rappeler que certains acteurs économiques et notamment des institutions financières peuvent être à la source des conflits, des génocides, et c'est ce que nous essayons de montrer à travers cette plainte, l'éventuelle implication des institutions financières dans les zones de conflit, mais de façon générale aussi dans les graves violations de droits humains. Si l'on en croit les plaignants, malgré l'embargo imposé la même année par l'ONU, la BNP aurait autorisé le transfert de près d'1,5 million de dollars pour la livraison de 80 tonnes d'armes via la Banque nationale rwandaise qui détenait un compte à la BNP et via le colonel Bagosora, militaire Hutu, condamné à 35 ans de prison en 2011 par le TPI. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.